là, la réforme, donc avec la PASS, tout ça, ça va être un peu différent, je pense. Mais en soi, la PASSES, en tout cas, comme je l'ai connue, c'est vraiment du par cœur. Donc, il faut vraiment essayer de tout apprendre le plus possible, même si des fois, c'est un peu laborieux. Donc, l'énergie de dissociation, en gros, pour une molécule, enfin, pour un matériel, elle est de 1 électron-volt. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électron-volt en physique nucléaire, c'est l'unité la plus utilisée, c'est l'unité de base. Un électron-volt, c'est l'énergie d'un électron. On accélère avec une vitesse, en fait, avec une tension de 1 volt. Donc, on met un électron, on le met dans un champ où il y a 1 volt, et ça donne l'électron-volt. Donc, pour les cristaux, cette énergie est de 1. Plus on va dans le petit atome, c'est de 10 puissance 1 à 10 puissance 4. Pour le noyau, 10 puissance 6. Et pour les noyaux protons, les neutrons et les protons qui sont des baryons, 10 puissance 9. Les dimensions, du coup, elles, quand on va vers l'infiniment petit, elles diminuent. Donc, pour les cristaux matériaux, enfin, molécules, ça dépend vachement de votre élément, donc c'est très variable. Les atomes, on est à 10 moins 10 mètres. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que l'atome, il est 100 000 fois plus grand que le noyau. Donc ça, c'est une valeur très importante de ce cours. L'atome, c'est 100 000 fois supérieur au noyau en termes de dimension. Donc noyau, c'est 10 moins 15. Neutrons, protons, c'est environ 10 moins 15, en fait, quand ils s'agglomèrent ensemble pour former le noyau. Et les quarks et électrons, c'est 10 moins 18. Donc quarks et électrons, ce sont les plus petits, ce qu'on appelle les fermions. Ce sont les particules élémentaires. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de la nomenclature des éléments, c'est molécules formées par des atomes, atomes formés par des noyaux et un cortège électronique. Le cortège électronique sont les électrons qui tournent autour du noyau. Noyaux formés par les neutrons et les protons. Là, important, les neutrons et protons, ce sont des baryons. Et ensuite, dans cette famille, on a aussi des mésons. Et l'ensemble baryon-méson forme des hadrons. Donc ça, on ne vous demande pas de savoir plus sur baryon, méson, hadron, qu'est-ce que c'est. Mais ce qui est important à retenir par contre, et ce qu'on voit sur le schéma, c'est que les baryons, donc neutrons et protons, sont formés de 3 quarks. Et à droite, vous voyez que dans le proton, vous avez 3 quarks, 3 boules rouges. Baryon, vous retenez, vous trichez un peu, vous dites que baryon, il y a 3 syllabes, du coup 3 quarks, alors que méson, 2 syllabes, 2 quarks. Et ensuite, les fermions. Donc les fermions, ça rassemble les particules élémentaires les plus petites. Donc dans les fermions, on a les quarks. Et on a ensuite les leptons. Les leptons, c'est l'ensemble électrons et neutrinos. Je ne sais pas si vous avez fait la fusion nucléaire, tout ça, mais on parle des neutrinos, il y a les neutrinos et les antineutrinos. Bon, ça, c'est une petite référence. Et ensuite, pour les mésons, petit truc à retenir, mais qui n'est pas non plus très explicite dans le cours, c'est que baryon, c'est 3 quarks, méson, c'est 1 quark et un antiquark. Voilà, essayez de retenir, mais c'est pas très détaillé. Donc ça, c'est pour la matière en général. Cette matière, comment elle existe? Elle existe par des interactions. Donc là, le tableau, je vous l'ai remis tel quel parce que c'est vraiment ça qu'il faut apprendre. Les 4 interactions fondamentales dans l'univers, on en a 4. C'est la gravitationnelle, l'électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire forte. Donc qu'est-ce que c'est? L'interaction gravitationnelle, elle est médiée par des gravitons. Donc c'est des particules appelées les gravitons qui vont permettre la gravitation. Je pense que vous savez tout ce que c'est le fait qu'on est attiré vers le centre de la Terre et que tout gravite, et contrairement à la Lune où genre on est plus en apesanteur. Donc ça, la gravitation, c'est ça. Elle agit sur quoi? Elle agit sur tout. Dans l'univers, tout est soumis à la gravitation. Sinon, tout s'effondrerait, tout volerait, etc. La portée, elle est infinie. Donc ça, c'est pareil dans l'univers. Vous allez sur n'importe quelle planète, il y a une gravitation. La portée est énorme. Et l'importance relative, donc la force de cette gravitation, elle est par contre très très faible. Elle est de 10 puissance moins 40 par rapport à la nucléaire forte. En fait, les valeurs là, ce sont des valeurs relatives qui se comparent à l'interaction nucléaire forte qui est la plus forte. L'interaction électromagnétique. Donc ça, c'est tout ce qui est, bon, vous verrez dans notre cours, mais électromagnétique, vous avez vu à peu près ce que c'était, hein, l'électrique, les aimants, tout ça. Ça agit c'est médié par les photons, avec la lumière. Ça agit sur les particules qui sont chargées uniquement, et pas toutes les particules comme la gravitationnelle. La portée est infinie également. Et l'importance, 10-2, ce nombre, on s'en fiche. Le 10-40 est important, le 10-2, le 10-5 de la nucléaire faible, on s'en fiche un peu. L'énergie nucléaire forte et nucléaire faible, maintenant. Donc l'énergie nucléaire faible, en fait, à quoi elle sert? Elle sert dans une molécule à faire des échanges d'énergie. Pardon. C'est grâce à cette énergie nucléaire forte, cette interaction nucléaire faible, pardon, qu'il peut y avoir des changements au niveau des électrons qui changent de place, des échanges d'énergie, des partages d'énergie. C'est cette interaction. Elle est médiée du coup par les bosons.
Dans les bosons, d'ailleurs, on retrouve les mésons, mais ça, c'est un détail. Elle agit sur électrons, protons, neutrons. Elle a une portée de 10-15. Donc 10-15, référez-vous à ce qui est avant 10-15, c'est en fait la valeur des protons, neutrons en dimension et du noyau. Et elle a une importance de 10-5. Donc elle est un peu plus faible que l'électromagnétique. Ouais, un peu plus faible que l'électromagnétique et plus forte que la gravitationnelle. Et l'énergie nucléaire forte, l'interaction nucléaire forte, elle est médiée par les gluons. Donc ça, c'est important, le mot gluon, parce qu'il retombait beaucoup dans les QCM. Donc par les gluons, elle agit sur les quarks. Elle a une portée de 10-15, donc comme la nucléaire faible. Et son importance est de 1, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la plus forte. Cette interaction, c'est elle qui permet la cohésion. C'est grâce à ça qu'au sein de votre atome, que votre molécule, les choses adhèrent. S'il n'y avait pas ça, vous ne pourriez pas construire, enfin, il n'y aurait pas d'éléments sur la Terre, en fait, il n'y aurait pas de matériaux. Pour retenir gluon, vous dites que gluon, c'est comme de la glu. C'est grâce à ça, du coup, que les choses collent et adhèrent entre elles. Donc voilà, nucléaire faible, ça permet les échanges d'énergie. Nucléaire forte, c'est la cohésion. Et ça agit sur les quarks, parce que les quarks, c'est vraiment l'élément de base qui permet cette cohésion et cet assemblage de macromolécules, enfin micromolécules en macromolécules. Ensuite, donc ça, c'est vrai que ce cours, peut-être que ça va être un peu redondant pour vous, parce que vous avez peut-être fait plus ou moins déjà tout ça en physique-chimie. Hein. Mais bon, il y a peut-être sûrement quelques trucs en plus. Le noyau de l'atome. Alors, l'essentiel de la masse de l'atome, c'est dans le noyau. C'est-à-dire que ce sont les protons et les neutrons qui forment la masse. Pourquoi? Parce que dans le cortège électronique, donc ce qu'il y a autour du noyau avec les électrons, n'est pas considéré dans la masse vu que l'électron a une masse négligeable. La valeur, c'est 9,31, 10-31 kg, donc c'est vraiment très très petit. C'est pas à retenir. Hein. Comme la masse est négligeable, on se dit que l'ensemble de la masse, c'est dans le noyau uniquement. Et à retenir un nombre important, c'est que l'électron, en termes de masse, il est 1800 fois inférieur au proton. Déjà que le proton est très très faible, c'est pour ça qu'on néglige la masse d'électrons. Du coup, vu qu'il y a une masse énorme dans le noyau, il y a une énergie énorme dans le noyau. Contrairement au cortège électronique, où là l'énergie sera beaucoup moins importante. À retenir aussi que la masse du proton, c'est environ celle du neutron. Petit détail, que la masse du proton, masse du neutron, en fait, en physique, du coup, on le note 1 unité de masse atomique. C'est une référence. Et cette masse, en fait, elle est égale à 1/12e de la masse du carbone, parce que le carbone, c'est un atome très abondant et très utile. Et du coup, si on prend un seul proton ou un seul neutron, et qu'on se dit, bon, allez, on va transformer toute cette masse en énergie, on obtient 931 méga-électronvolts, ce qui est considérable, en fait. C'est grâce à ça qu'on peut faire beaucoup d'énergie avec la fission et tout. Donc cette valeur 931 MeV, elle a à retenir. Donc ça, normalement, la suite, vous le connaissez, c'est la représentation des atomes. À chaque fois, le X, en fait, ça représente l'atome que vous étudiez, donc soit bore, azote, carbone. Le A, c'est le nombre de masses. Le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons. Donc c'est ce qu'il y a dans le noyau, les nucléons. Donc c'est protons plus neutrons. Et Z, c'est le numéro atomique. C'est le nombre de protons. Ce Z, il est important parce que c'est ce qui caractérise un élément. Si vous avez 6 protons, on est sur un carbone. Si vous avez 8 protons, on est sur un oxygène. C'est lui qui détermine l'élément chimique. Ce numéro atomique, euh, il est égal au nombre d'électrons si on n'est pas en présence d'un ion. C'est-à-dire que si vous avez un oxygène avec 8 protons, cet oxygène aura 8 électrons. Sauf si c'est un ion, parce que par définition, un ion, c'est quelque chose qui a, enfin, c'est un élément qui a perdu ou gagné des électrons. Donc, on verra l'exemple après, mais il faut faire attention à cette nuance. Et du coup, le nombre de protons fois la charge élémentaire, ça donne la charge du noyau. En gros, les protons sont chargés. Ils sont alors la valeur, c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Donc, chaque proton est chargé. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Et les électrons sont chargés, mais opposés aux protons. C'est-à-dire que les électrons, c'est moins 1,6 10 puissance moins 19, alors que les protons, c'est 1,6 10 puissance moins 19. Du coup, dans le noyau, si on regarde la charge du noyau, comme il n'y a pas d'électrons, on fait juste le nombre de protons fois la charge élémentaire. Par contre, si on regarde la charge de l'atome en entier, il faut prendre en compte les protons et les électrons. Donc là, ce qui est très important de ce cours et que vous connaissez sûrement par cœur, ça, un élément chimique défini par un même Z peut être constitué de noyaux qui diffèrent entre eux par leur nombre de neutrons. Ce sont des isotopes, pas forcément radioactifs. J'ai mis neutrons.
Ouais, c'est nucléon. Donc ça, vous savez c'est quoi un isotope? Quand vous avez l'exemple typique dans le cours, c'est l'hydrogène. Vous avez l'hydrogène avec un proton et un nucléon. Donc ça, c'est l'hydrogène. Ensuite, vous avez l'hydrogène avec un proton et deux nucléons. Du coup, c'est le deutérium. Et vous avez l'hydrogène avec un proton et trois nucléons. C'est le tritium. Donc ça, c'est trois. Ils ont bien un en Z. Et du coup, ce sont des isotopes. Donc ça diffère par le nombre de nucléons, de neutrons, mais du coup, c'est le nombre A qui va changer. Le nombre Z, lui, reste identique. Donc les exemples en bas. Pour le premier exemple, on a de l'azote avec 14 nucléons, 7 protons. Du coup, pour trouver le nombre de nucléons, c'est le A qui est en haut. Le nombre de protons, c'est le Z qui est en bas. Et le nombre de neutrons, c'est le nucléon moins de protons. Ça fait du coup 7 neutrons. Et pour les électrons, on en a autant que les protons, donc 7. Pour le deuxième, donc j'ai mis un ion. Du coup, on a 18 nucléons, 8 protons, 18 moins 8, 10 neutrons. Et comme on a 2 moins, ça veut dire que l'atome a gagné 2 électrons. Du coup, on se réfère au Z qui est de 8, on ajoute 2, on a 10 électrons. Et pour le dernier, H+, du coup, on a un proton, on a un nucléon, 1 moins 1, 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutrons sur un hydrogène, sur un H+, un proton, ça veut dire. Et comme il est plus, ça veut dire qu'il a perdu un électron, vu que l'électron c'est négatif, donc il gagne en positivité. Ça veut dire que l'H+, il a aucun électron. Voilà. Ensuite, concernant les électrons, pareil, c'est du classique que vous connaissez sûrement. Donc les électrons, ils gravitent autour du noyau. Ils ont une charge opposée au proton. C'est grâce à la dualité électron-proton que l'atome est neutre, vu qu'on a normalement, quand c'est pas un ion, on a autant de protons que de neutrons, autant de protons que d'électrons. Du coup, il y a compensation et l'atome est neutre. Ils sont maintenus, donc pourquoi ils ne se cassent pas beaucoup plus loin? C'est parce qu'ils sont maintenus par des forces électrostatiques au noyau. Par contre, ces forces sont faibles, d'où le fait qu'ils sont en constant mouvement. Ce qui est super important, c'est vraiment la phrase la plus importante du cours presque, c'est que les électrons, ils ont des niveaux, enfin l'atome a des niveaux d'énergie quantifiés. C'est-à-dire que l'électron, il peut être à certains niveaux d'énergie. Il ne peut pas être à tous les niveaux d'énergie. Ça, on le verra juste après, mais normalement, vous l'avez vu aussi. Donc l'énergie de l'atome est quantifiée. Elle prend des valeurs précises et pas des valeurs continues. Et ensuite, pour comparer par rapport aux protons et aux neutrons juste avant, l'énergie d'un électron, si on prend un électron au repos, ça c'est important, parce que si on le prend en vitesse, en mouvement, l'énergie sera plus grande, vu qu'on rajoute de l'énergie cinétique. Donc on prend un électron au repos, si on convertit sa masse en énergie, on aura 0,51 mégaélectronvolts. Alors que tout à l'heure, pour les protons et les neutrons, on avait 931. Donc vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup moins énergétique. Ok. Alors ensuite, là, c'est là qu'on rentre dans la partie la plus importante et qui est peut-être plus floue pour certains, vu que moi, je ne l'avais pas vu du tout et je pense que ce n'est pas au programme de terminale. Et dans le cours, on ne parle pas vraiment de façon concrète. Donc, les niveaux d'énergie, qu'est-ce que c'est? En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le physicien, je ne sais pas qui, là, Bohr, il parle de mécanique classique, comme on la visionne, nous, dans les films et tout. Il parle en fait d'un atome. Donc l'atome au milieu, il est plus, avec un cortège électronique, donc où il y a le moins là. En gros, le moins, c'est l'électron. Et en gros, il dit que cet électron, il va tourner autour de l'atome sur un cercle. Voilà, ça, c'est la théorie de Bohr. Et en fait, cette théorie, elle a des limites. Elle est fausse. Elle est fausse. C'est pas moi qui le dis. Hein. En fait, la vraie explication, c'est que dans un atome, l'électron, il va pas tourner en cercle, il va se tourner dans une surface. Enfin, il va se trouver dans une surface. Ça, c'est la mécanique quantique. Et en fait, cette mécanique quantique, elle nous dit que c'est impossible de savoir vraiment. On ne peut pas suivre en fait un électron. On ne peut pas être sûr de où il est. Parce qu'en fait, l'électron, par rapport à l'énergie qu'il donne, qu'il reçoit, etc., il va faire des sauts quantiques. C'est-à-dire qu'il va aller d'un endroit à un autre. Et ça, tellement rapidement et tellement au niveau du microscopique qu'on ne peut pas vraiment le voir. Mais en tout cas, en mécanique quantique, on sait que autour de l'atome, il y a des zones où l'électron a plus de probabilité d'être que d'autres. Mais par contre, on sait qu'il ne tourne pas dans des ronds comme ça, de façon super linéaire, simple. Donc ça, c'est la mécanique quantique. Et du coup, cette mécanique quantique,
on parle de modèles non déterministes, en gros, synonyme probabiliste, liés au niveau d'énergie. C'est-à-dire que selon les niveaux d'énergie de vos atomes, les électrons, ils auront plus de chances d'être trouvés dans un espace qu'un autre. Donc en gros, plus on va avoir de niveaux d'énergie, plus l'électron, il pourra se trouver à différents endroits. Si on a un seul niveau d'énergie, l'électron, il pourra se trouver globalement qu'à un seul endroit, mais encore une fois, tout ça, c'est probabiliste. On n'est pas sûr du tout. Ça se trouve, l'électron, en gros, on aura, on va dire, 90% de chances de trouver l'électron dans un endroit, mais il y a toujours 10% de chances qu'il soit ailleurs. Voilà, ça, ce qu'il faut retenir, c'est non déterministe, probabiliste. Donc normalement, ce qui est en bas là, vous l'avez vu, les niveaux d'énergie. Enfin, moi, je sais que je l'avais vu, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc comment ça marche? En gros, le diagramme nous parle ici de l'atome d'hydrogène. Pourquoi l'atome d'hydrogène? Parce que l'atome d'hydrogène, il est mono électronique, il a un seul électron. C'est pour ça que c'est facile à étudier. Donc, en gros, la flèche d'en haut, ça montre l'énergie, et les barres, c'est les différents niveaux d'énergie de l'hydrogène. On a dit que l'énergie était quantifiée par des stades précis et des valeurs précises. Donc, l'hydrogène, là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux d'énergie. Comment on détermine ces niveaux d'énergie? C'est par le numéro quantique principal n. Donc n, on va le voir juste après, mais il prend les valeurs entières strictement positives. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, etc. En gros, n, c'est un niveau d'énergie. Donc n1, c'est le premier, n2, c'est le deuxième, etc. Comment on calcule ces niveaux d'énergie? C'est par la formule de Einstein-Planck, là. En égale moins l'énergie fondamentale, E1, sur n carré. Ça, c'est une formule à connaître. Le n carré, il est important. Le moins, il est important parce que les valeurs sont négatives dans le diagramme. Donc en gros, en haut, le E1, c'est le stade 1, c'est l'énergie fondamentale quand l'atome est le plus stable. C'est la barre du coup qui est tout en bas. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé sur la valeur. 5, 14. Je crois que je me suis trompé sur la valeur. Hein. Ouais, la valeur en bas, c'est 13,6. J'ai mis 5,14, désolé. Du coup, cette valeur en bas, c'est l'énergie fondamentale. Quand un électron est sur cet état fondamental, il peut remonter, du coup, par saut quantique, sur un niveau d'énergie précis. Là, par exemple, j'ai fait une flèche qui montait vers E2. C'est le deuxième niveau d'énergie. C'est un état excité. En gros, on a l'état fondamental qui est tout en bas. Au milieu, les états excités, sur lesquels les électrons peuvent venir ou redescendre après. Et tout en haut, on n'en parle pas dans le cours, mais le E0, là, c'est l'état d'ionisation. Mais voilà, c'est pour le nom, mais sinon on s'en fiche. Ce qui se passe, c'est que quand un électron est dans l'état fondamental, il peut monter sur un stade excité si on lui apporte de l'énergie. Donc c'est le petit truc que j'ai mis là, on lui apporte par exemple un photon, donc H nu, on l'apporte sur l'électron. Si on apporte une valeur précise quantifiée d'énergie, donc ce qu'il faut, il va monter sur un stade. Donc ça va être selon l'énergie qu'on a donnée, le stade E2 ou E3 ou E4. Quand on va faire ça, cet électron, il va émettre un spectre d'absorption. En gros, l'électron, vous imaginez qu'il a une gamme de couleurs. On lui envoie en fait un photon avec une énergie précise. Et ce photon, comme il a une gamme de couleurs aussi, il va venir supprimer les couleurs de l'électron. Ça, c'est l'excitation. Quand on parle de la relaxation, de la désexcitation, c'est l'électron du coup en vert qui est en haut au stade E5 qui va redescendre au stade E1, au stade fondamental. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. Ça veut dire que l'électron, il se désexcite tout seul, il va émettre une énergie précise, quantifiée tout seul, et en faisant ça et en redescendant dans l'état fondamental, du coup, cette énergie qu'il émet, elle va se manifester sous forme de photon. Il va émettre de la lumière, en fait. Donc, c'est également ça que j'ai simulé là. Et du coup, en émettant ça, il va émettre un spectre d'émission. C'est-à-dire qu'on va recueillir que la lumière de ce photon, qui sera du coup que des bandes de couleurs sur un fond noir. Ça, il faut faire la petite distinction entre émission et absorption, mais normalement, vous l'avez aussi vu. Voilà, ça, c'est les niveaux d'énergie. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour passer d'un stade à un autre, que ce soit dans le sens où on monte, on s'excite, ou dans le sens où on descend, on se relaxe, dans tous les cas, cette énergie est quantifiée, elle prend des valeurs précises. Vous n'avez pas à calculer tout, peut-être que vous l'avez fait, mais en PACES, en tout cas, il n'y a pas de calcul compliqué ou quoi. La formule, en tout cas, des photons émis ou absorbés, c'est H nu. Donc H, c'est la constante de Planck. Nu, c'est la fréquence, qui est égale, du coup,
les relations h fois c, donc c c'est la célérité sur lambda, c'est la longueur d'onde, qui est égale à EP moins En. Donc EP, c'est en gros, P et N, c'est à titre indicatif, ça prend n'importe quelle valeur. Ça dépend de qu'est-ce qu'on étudie. Voilà, sur ça, c'est assez important. Si vous avez des questions, je m'arrête 3 secondes, vous activez le micro et vous me dites. Nickel. Alors là, on passe au truc un peu plus compliqué, qui est peut-être flou pour certains. Donc, un électron, donc là, on a parlé des... Ah oui, il y a un truc sur Rydberg, au fait, dans le cours, c'est pas très important, du coup, on n'a pas parlé. Du coup, un atome, quand il a plusieurs électrons, il faut ranger ses électrons dans cet endroit. Là, je vais vous expliquer ce cours, et en fait, il va vous faire une introduction au prochain cours que vous aurez sur les orbitales, qui arrive bientôt, je pense. Du coup, un atome, il a plusieurs électrons. Non, enfin, à part l'hydrogène, il y a plusieurs électrons. Du coup, il faut ranger ces électrons dans des endroits. Comment ça marche? L'état d'un électron, en fait, il est défini par 4 nombres quantiques. Les nombres quantiques, on en a 4 du coup. On a le quantique principal n, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui fait les niveaux d'énergie avec 1, 2, 3, 4, etc. On a le nombre quantique secondaire, appelé aussi azimutal L, le nombre quantique magnétique Ml, et le nombre quantique magnétique de spin Ms. Ces 4 nombres, c'est dans cet ordre-là, et pas dans un autre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va partir du premier. En gros, n, il désigne un niveau d'énergie, ou une couche. C'est-à-dire que votre n, théoriquement, plus il est grand, plus votre niveau d'énergie va être grand. Et votre n, donc il est compris, c'est un strictement positif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir n égale 0, ça serait illogique de dire bon, on a un niveau de 0, sachant qu'en plus, si vous référez à votre formule, avec le en égale moins e1 sur n carré, si n égale 0, on a 0 mais dénominateur, on ne peut pas diviser par 0, ça on l'a toujours dit. Donc n est strictement positif, et en gros ce n, il détermine à la fois l'énergie et le rayon de l'orbital. Donc l'orbital, ce qu'il faut savoir en fait, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est l'espace dans lequel peut se trouver l'électron. Voilà, c'est toute la surface. Ça, en fait, c'est une orbitale. Et c'est pas un cercle sur lequel l'électron tourne sur le périmètre. Donc, en gros, schématiquement, ça ressemble à ça. Vous avez le noyau au milieu. N1, en fait, c'est la surface, donc en noir là, dans lequel l'électron a une probabilité de se trouver à un instant donné. Si on prend N2, cette surface est plus grande. L'électron, il peut se trouver dans tout l'espace N1. Et on comprend aussi, dans tout l'espace N2, pardon. Et on comprend N1. Et si on prend N3, pareil, l'espace est encore plus grand. Donc ça, il faut imaginer ça en volume. Hein. Là, c'est en 2D, mais il faut imaginer en 3D. En gros, c'est des sphères. Quoi. Enfin, pour le début, c'est des sphères. Donc ça, c'est le N. Niveau d'énergie et couche. Couche, en gros, c'est rayon, enfin, surface où on peut trouver l'électron. Le deuxième nombre, c'est le L. Le L, lui, c'est un entier positif, donc il n'y a pas de virgule dans les nombres quantiques. C'est un entier positif qui va de 0 à n-1. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai mis là, c'est que si n égale 2, L, il peut être égal à 0 et à 1. Si n égale 4, L peut être égal à 0, 1, 2, 3, etc. etc. Ce nombre-là, donc le secondaire azimutal L, il va déterminer la forme de l'orbital. Tout à l'heure, on a déterminé un peu le périmètre où on trouve l'orbital. Lui, il fait la forme. C'est-à-dire que quand L égale 0, l'orbital sera de type circulaire. Ce sera un cercle. Quand L égale 1, elle aura cette forme qu'on appelle altère ou ellipse. Donc, quand L égale 0, bon, vous le reverrez dans les orbitales, mais je vous fais déjà une introduction. Quand L égale 0, ces orbitales en cercle, ce sont des orbitales S. Quand L égale 1, ce sont des orbitales P. Quand L égale 2, c'est des orbitales D. Et quand L égale 3, c'est des orbitales F. Vous n'irez jamais jusqu'à, enfin, vous n'irez pas jusqu'à F en passesse, enfin en passe. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que ce nombre-là, il fait la forme, le nombre N, il fait l'énergie et la couche. Par contre, c'est le couple NL, donc c'est les deux ensemble, parce qu'en fait, tous ces nombres, ils s'associent ensemble. C'est le couple NL qui va former la sous-couche électronique. Ça veut dire que si on vous dit L forme la sous-couche électronique, c'est faux. Tous ces nombres, ils marchent en interaction. Donc ça n'a aucun sens. Du coup, c'est N plus L qui forme une sous-couche électronique. Et après, je vous donne un exemple. Ouais, on verra. Du coup, ça veut dire que quand L égale 0, par exemple, en gros, ce rond, bah, c'est l'orbital. Et si on a N3, L égale 0,
bah, en gros, vous comprendrez que vous aurez un gros rond. Vous voyez? Si on a n1 égale 0, ça sera une petite orbitale en rond. Je sais pas si c'est un peu dur à expliquer sans face, quoi. Du coup, troisième nombre, c'est le nombre quantique magnétique ML. Donc ML, lui, il désigne l'orientation et le nombre d'orbitales. Il va dire dans quel sens votre orbitale est orientée. Il prend des valeurs, donc elle est un peu compliquée cette phrase, il prend des valeurs de moins L à plus L par pas d'entier. C'est-à-dire, je m'explique. Si L est égal à 1, alors ML, il va prendre trois valeurs. Il va prendre moins 1, plus 1, 0, plus 1, 1. On voit bien que M, il va de moins L, donc moins 1, à plus L, 1, par palier de 1 en fait. On avance de 1 à chaque fois. Du coup, comme ML prend trois valeurs ici, on aura trois orbitales. Et du coup, quand on simplifie cette phrase un peu compliquée, ML, il peut prendre 2 fois L plus 1 valeur. Juste une valeur, pardon. Par exemple, si je vous dis, bon là, je n'ai pas fait l'exemple, mais si je vous dis L égale 2, bah 2 fois 2, 2, plus 1, 5. ML peut prendre 5 valeurs, il va prendre moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. On aura 5 orbitales. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Là, ça commence à être un peu plus, quand on associe les nombres, c'est un peu plus logique. Donc, quand on est sur la couche N1, donc le périmètre, il est en rouge. On a du coup L qui peut être égal que à 0, vu qu'il va de 0 à moins 1, à N-1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc L peut être égal que à 0. Du coup, quand L égale 0, on est sur une orbitale S qui fait un rond. Du coup, ce rond, il est dans ce périmètre N1, donc il est un peu petit, on va dire. Et le ML, comme il est égal à... comme il prend les valeurs de moins L à L, ici L égale 0, donc ça fait de moins 0 à 0. Donc ML, il peut prendre qu'une seule valeur qui est 0. Du coup, vous n'avez pas d'orientation en fait. Vous avez juste un cercle. Sans un cercle, on ne peut pas l'orienter. Si on passe à la deuxième couche, donc N2, on a L qui peut être égal du coup ici à 0 ou à 1. Quand L égale à 0, ML pareil, il est égal à 0. Ça veut dire que là, sur cette deuxième couche, on a encore une orbitale S, un rond, mais un peu plus grand, vu qu'on est sur la couche 2, N2. Par contre, pour le L1, donc on est sur l'orbitale P en forme d'alter. ML, du coup, il peut aller de moins 1, 0, 1, il prend trois valeurs. Donc on a trois orientations possibles des altères selon trois axes. Donc normalement, les axes sont notés X, Y, Z, mais ça, on s'en fiche. Et du coup, ces orbitales-là, en forme d'alter, elles sont aussi dans le périmètre comme le rond, hein, comme le rond en bleu. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser, mais ça ressemble un peu à ça. De toute façon, il y aura les orbitales après, vous aurez un autre cours, mais c'est vrai que les orbitales, il est très dur à comprendre tout seul, en fait. C'est pour ça que je préférais vous faire un peu une intro. Du coup, c'est le triplet N, L, ML qui forme véritablement une orbitale. C'est quand on a défini le périmètre, la forme et l'orientation, donc ce triplet, qu'on peut vraiment parler d'une orbitale. Donc N, c'est une couche, NL, c'est une sous-couche, et le triplet, c'est une orbitale atomique. Et enfin, le dernier nombre, lui, il est plus facile, c'est le nombre quantique magnétique de spin, donc MS, faites attention à ML, MS. MS, lui, il désigne la rotation de l'électron sur lui-même. Les électrons, ils bougent. Ils peuvent tourner soit dans un sens, du coup MS sera égal à plus 1,5, soit dans l'autre sens, ce sera égal à moins 1,5. Ça, c'est juste ça. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas tourne à droite, c'est plus 1,5, tourne à gauche, c'est moins 1,5, on s'en fiche. Et du coup, quand on met le quadruplé, donc N plus L plus ML plus MS, on caractérise l'état quantique de l'électron. En gros, on a toute l'info sur l'électron. Enfin, toute l'info. N'oublie pas que c'est probabiliste, du coup, on ne sait pas trop. Mais on peut savoir, en gros, dans quel sens il tourne et où il a la probabilité le plus d'être dans les orbitales. Voilà, donc ce qui est en rouge, là, c'est vraiment le résumé qu'il faut vraiment comprendre. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Vous avez le droit. Ou après, si vous hésitez, enfin, si vous n'êtes pas là, vous venez en message privé, c'est plus simple. Alors, là, c'est un peu compliqué, mais vous allez vous accrocher. Alors, configuration électronique fondamentale d'un atome. Là, j'ai voulu vous montrer en gros ce que ça représente au niveau des cases quantiques. Normalement, vous avez peut-être vu les délires de K2, L8, M16, me semble. Donc ça, c'est la nomenclature de Lewis qui est sympa.
Mais en gros, là, on l'oublie totalement en passé et c'est un peu dur de faire l'analogie. C'est On repart. M18, non? Oui, M18, pardon. C'est ça, M18. Donc, si là, vous avez fait les cases quantiques, si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, petite explication. Donc, les orbitales, en fait, donc on a dit que c'était les espèces d'enveloppes dans lesquelles pouvait se trouver l'électron. Et du coup, dans chaque enveloppe, on va pouvoir mettre 2 électrons. Une enveloppe, une orbitale, c'est un carré comme ça. Comment ça se passe? Donc ça, je vous l'explique comme ça, mais pareil, si vous voulez plus d'explications, vous ne comprenez pas, soit vous attendez les orbitales, soit vous venez me demander. Donc je reprends, c'est un peu répétitif, mais c'est pour que vous compreniez bien. N1, du coup, L peut être égal que à 0. ML peut prendre qu'une seule valeur. On est sur la couche 1. L égale 0, donc on est sur une orbitale S. Donc on note 1S. Et comme il y a ML égale 0, c'est-à-dire qu'il y a une seule orbitale, donc on a un seul carré. En gros, il peut y avoir qu'une seule enveloppe, donc un seul rond pour le coup, où on peut mettre 2 électrons. On peut mettre maximum 2 électrons par orbitale. Pour la suite, N2, du coup on a L0 ou L1, on a M qui prend soit 0, donc une valeur, soit 3 valeurs. Du coup, ce qu'on a, c'est pour L0, on va avoir la couche du coup 2S, donc pareil avec un seul carré, vu que ML prend qu'une seule valeur. Et avec L1 et ML 3 valeurs, on sera sur la couche 2P, avec du coup 3 orbitales, vu que ML prend 3 valeurs. Donc si vous comprenez bien, dans la couche N1, on peut mettre 2 électrons. Dans la couche N2, on peut en mettre, vu qu'il y a 4 carrés, 8. C'est pour ça que dans la couche N1, enfin, l'analogie c'est K2, et dans la couche N2, L8. Dans la couche 1, on peut mettre 2 électrons, dans la couche L, 8. Donc c'est 2 n au carré. Ouais, c'est ça. Après, voilà, un conseil, si vous avez pas mal fait de cours sur les K2, L8 et tout, faites pas trop d'analogie parce que vous risquez de vous embrouiller. Mais ça, après, si vous arrivez mieux à comprendre, tant mieux. Et pour la couche N3, du coup, on peut avoir soit. À chaque fois, en fait, ça se répète, c'est vraiment toujours la même chose, c'est pour ça que les cases se répètent, en fait, dans chaque couche. On a L0 encore, L1, donc ça va prendre les noms 3S et 3P. Et ensuite, la nouvelle, du coup, L2. Donc ML peut prendre 5 valeurs, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc on a 5 orbitales. Quand L égale 2, on est sur l'orbital D. Et comme on a 5 orbitales, on aura 5 carrés. Et du coup, là, sur cette couche 3, vu qu'on a 4 et 5, 9 cases quantiques, donc 9 orbitales, on peut mettre 9 fois 2 électrons, donc 18. C'est pour ça qu'on a K2, L8, oui, L8 et M18. Voilà. En tout cas, pour chaque atome, la répétition, du coup, est la même. Vous verrez que les orbitales, ça deviendra automatique, mais vous aurez toujours un S, ensuite 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Et après, ça continue. 4S, 4P, 4D, 4, je ne sais plus c'est quelle lettre qui va après, vu qu'on ne l'a pas travaillé, etc., etc. Et ça dépendra du nombre d'électrons. Si vous n'avez que 2 électrons à ranger, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. C'est Donc, F. ouais, S, P, D, F. Après F, je ne sais plus ce qu'il y a. Exemple. Pour le H, donc on a un électron, vu qu'on a Z égale 1. Donc, on va avoir besoin que de la première orbitale. On va ranger l'électron. Les flèches, en gros, c'est les spins. Une flèche orientée vers le haut, ça va être un spin de 1,5. Une flèche orientée vers le bas, ça va être un spin de moins 1,5. Donc, cette première couche, on la note du coup 1, on est sur la couche N1. L égale 0, donc S, et on met un exposant 1 parce qu'il y a un seul électron dans la case. Deuxième exemple avec l'hélium, la suite. On doit ranger 2 électrons. On prend la première case, on est sur la couche N1, L égale 0 toujours, et on a rangé 2 électrons, donc exposant 2. Et attention, on verra la règle après, mais ça c'est la règle de Pauli. 2 électrons ne peuvent pas avoir le même spin dans une case quantique, enfin dans une orbitale, du coup il y en a toujours un en haut, un vers le bas. Pour le haut, on a 8 électrons, du coup on range, donc pareil, au fur et à mesure, ça nous fait 2 électrons dans la couche 1S, 2 électrons dans la couche 2S, dans la sous-couche 2S, pardon, et on a du coup 1, 2, 3, 4 électrons dans la couche 2P, donc exposant 4.
je vous ai mis l'énorme nickel là avec 28, ça donne tout ça. Et à chaque fois, j'ai séparé, on a toujours une couche N1, couche N2, et vous voyez, à chaque fois, les motifs se répètent en fait. On a toujours S, SP, SPD, toujours on répète les premiers. Voilà. Et l'exposant, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans la sous-couche. Dans la sous-couche. Voilà. Du coup, en fait, de façon illustrée, bon, c'est toujours un peu abstrait, mais qu'est-ce que ça représente? Si on prend le haut, du coup, avec cette nomenclature, avec cette configuration-là, dans la couche N1, donc en rouge, c'est l'espace que j'ai fait du coup en rouge en rond, vu qu'elle égale 0, donc orbital S. On a 2 électrons, donc j'ai fait 2 points rouges dans l'espace rouge. Pour la couche N2, donc pour l'orbital S, on a 2 électrons, donc c'est le grand cercle. Dans le grand cercle, il y a 2 électrons. Et pour les orbitales P, qui sont au nombre de 3, là, donc les 3 espèces d'altères, dans la première, on a 2 électrons. Donc sur l'axe Y, là, vous voyez, il y a 2 électrons. Sur la deuxième, on a un seul électron, donc sur l'axe X, par exemple. Je fais que bouger. Sur l'axe X. Et pour la dernière, on a un seul électron aussi. Sur l'axe Z, un seul électron. Ça ressemble un peu à ça, en fait, les orbitales. Donc ça, je dis on a un électron ou 2 électrons, mais c'est probabiliste toujours. On ne sait pas vraiment. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Okay. Ensuite, Pardon, oui, est-ce que tu aurais des exercices pour qu'on puisse s'entraîner un peu dessus ou pas? Au niveau des cases, pour les remplir ou quoi? Oui, pour bien comprendre le système. Bah, si tu veux, je peux essayer d'en faire, ouais. Ah, ce serait cool, merci. Ouais, je peux. Bah après, ça, c'est vraiment. Enfin, là, dans ce cours, on vous a posé les trucs comme ça en mode allez, tenez. Mais vous inquiétez pas, vous aurez. Il y aura un cours orbital, en fait, à proprement parler. Donc, quand le cours viendra, si tu veux, je verrai un peu plus pour faire des QCM. D'accord, cool, merci. Voilà. Après, si tu veux vraiment, tu me demandes et je t'explique plus ou quoi. Mais voilà, n'allons pas trop vite non plus, parce que le but, c'est pas de vous blinder d'infos, de toute façon. D'accord, merci. Du coup, les règles pour remplir ces cases, c'est les suivantes. On a 3 règles et une propriété. Donc, la règle de Pauli, elle dit que dans une orbitale, donc une case, on a maximum 2 électrons, ça, ok, de nombre quantique de spin ms opposés. C'est-à-dire qu'on a 4 nombres quantiques. Dans une case, on peut avoir 2 électrons qui ont les 3 premiers mêmes nombres quantiques, du coup. Mais par contre, au niveau du 4e nombre, ils vont différer. C'est pour ça qu'on a un électron vers le haut et un électron vers le bas. La deuxième règle, qui est plus compliquée, c'est la règle de Kleshowski. Elle dit que pour obtenir la configuration électronique d'un atome dans l'état fondamental, donc dans son état stable, il faut remplir les orbitales dans leur ordre croissant d'énergie. Donc, l'énergie, en fait, elle augmente avec la somme des nombres quantiques n plus L. Et en cas d'égalité, n'. Bon, ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est important, mais en fait, c'est un détail. Hein. Il faut connaître la règle, mais on ne l'applique pas vraiment. Enfin, vous n'aurez pas d'exercice comme ça. C'est-à-dire que si on prend la couche 4s et la couche 3D, la couche 4s est moins énergétique que la couche 3D. Pourtant, on est sur la couche 4. On pourrait se dire, ouais, c'est la plus extérieure, c'est le plus grand n, donc c'est plus énergétique. Et pour autant, non. Parce que l'énergie croît avec n plus L. Donc, si on l'applique ça, en fait, la couche 4s, c'est quoi? C'est n égale 4. Vu qu'on est sur une orbitale s, L égale 0. N plus L, ça fait 4 plus 0, ça fait 4. Alors que la couche 3D, on est sur la couche n égale 3. D, c'est quand L égale 2, pardon. Et n plus L, ici, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc la couche 3D, du coup, elle est plus énergétique que la couche 4s. Voilà, ça, c'est la règle de Kleshowski. Et du coup, cette inversion-là, elle se nomme l'inversion de Kleshowski, vous le verrez dans les orbitales. Donc voilà. Et la règle de Hund, ou Hund, je sais pas comment on dit, la configuration la plus stable pour des orbitales atomiques dégénérées, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est, d'une même sous-couche correspond à un nombre quantique magnétique total de spin maximal. C'est-à-dire que quand vous remplissez vos cases, en fait, la première règle, c'est que quand vous êtes, par exemple, donc là c'est les P, vous voyez, il y a 3 orbitales à coller, donc on est sur L égale 1, on a 3 P. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez du coup là ici 2 électrons, il ne faut pas les ranger par paire directement. Il faut d'abord les ranger un par case, jusqu'à remplir toutes les cases.
Pourquoi? Parce que quand on fait ça, quand on remplit un par case, et par convention, c'est toujours vers le haut, donc ça, c'est la seconde règle, il faut que les arrangements comportent le plus grand nombre de spins parallèles. En gros, si on fait ça, qu'on range un électron par case vers le haut à chaque fois, on va augmenter le spin, parce qu'on va faire un demi, plus un demi, plus un demi, plus un demi. Alors que si on les met directement par paire, ils vont se compenser. Ça va faire, dans chaque case, un demi plus moins un demi, 0. En gros, quand on a deux électrons dans une même case, le spin il est égal à 0 dans cette case, enfin dans cette orbitale du coup. Alors que là, à droite, quand vous avez deux électrons rangés dans deux cases différentes, vous avez un spin qui est égal à un demi plus un demi. Un demi plus un demi, ça fait 2 demi, ça fait 1. Donc ça, c'est la règle de Hund. Quand vous remplissez, et ça vous le verrez dans les orbitales aussi, parce que vous allez remplir des cases, quand vous remplissez, au niveau des orbitales dégénérées, je ne viens pas trop sur les détails, mais en gros, dégénérées, c'est les orbitales d'une même sous-couche, c'est-à-dire que les orbitales... l'orbital... Ah non, on va revenir avant. Hop, là, pour le nickel. L'orbitale N1, bon, elle est toute seule, c'est la S, là, enfin, un S, elle a la même énergie, logique, elle est toute seule. L'orbitale 2S, même énergie, logique, elle est toute seule. Pour les orbitales 3P, par exemple, moi j'ai mis 3P là d'ailleurs, je me suis trompé, hein, c'est 2P, je fais des erreurs. Pour ces orbitales du coup 2P, elles sont dégénérées. Les 3 ont la même énergie. Pareil là pour les D. Les 3D, les 5 ont la même énergie. Ça, c'est des orbitales dégénérées. Quand c'est dégénéré, c'est la même énergie. Du coup, quand vous remplissez des orbitales dégénérées, il faut toujours respecter cette règle de Hund. D'abord, tout remplir avec un électron par case. Et ensuite, quand vous avez trop rempli qu'il reste des électrons, là, vous complétez chaque case avec des doublés. Voilà. Et ensuite, les propriétés des atomes. Du coup, ça revient un peu à la règle de Hund. Un atome est diamagnétique si l'ensemble des spins est égal à 0. C'est-à-dire si tous les électrons sont appareillés. Là, vous voyez en bleu, dans chaque case, on a un doublé d'électrons. Du coup, dans chaque case, le spin est égal à 0, un demi plus moins un demi. Donc, le spin maximal, enfin le spin total, c'est 0. C'est diamagnétique. À l'inverse, c'est paramagnétique quand c'est différent de 0. Donc, si au moins un électron n'est pas appareillé. Donc, le cas d'en bas, vous avez du coup dans les orbitales 2p, vous avez 3 électrons tout seuls, ça fait un demi plus un demi plus un demi, ça fait 3 demi. Différent de 0, donc paramagnétique. Voilà. Et enfin, donc là en bas, je vous ai mis des tableaux que j'ai trouvés qui résument les nombres quantiques. Ça peut vous aider, ça peut être peut-être plus clair que moi. Et ce qu'il faut retenir sur la fin du cours, c'est les familles. Donc une ligne du tableau périodique s'appelle une période. Donc les périodes, en gros, chaque période, enfin chaque ligne, c'est un nouveau n. Donc N1, N2, N3, etc. Donc c'est une nouvelle couche. Et chaque colonne, c'est des familles. Et les familles, du coup, elles ont des propriétés chimiques et physiques à peu près similaires. Donc, si vous retenir, vous n'avez que 4. C'est que et encore, retenir, enfin, il vous le dit comme ça, il faut que c'est pas vraiment super important. La première colonne, c'est les alcalins, sauf l'hydrogène qui est un cas à part entière. Deuxième colonne, c'est les alcalinotéreux. La 17e, c'est les halogènes. Et la dernière, c'est les gaz inertes. J'allais dire un truc. J'ai oublié. Bon, j'ai oublié. Mais ça, c'est pas le plus important, mais bon, si vous pouvez retenir, c'est quand même bien. Et oui, vous avez des moyens mnémotechniques pour retenir les 3 premières lignes du tableau, ça pourra vous être utile. Donc je vous ai mis dans le QCM que j'ai fait. Mais en gros, la première ligne du tableau, bon, c'est hydrogène, hélium, ça va. Et en plus, vous tapez sur internet phrase mnémotechnique. Et du coup, pour la deuxième ligne, par exemple, vous avez la phrase Lily baisa bien chez notre oncle Fernand Nestor. Et en fait, ça vous donne l'initiale de chaque truc. La troisième, c'est Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Enfin bref. Vous tapez sur internet les phrases et ça peut vous aider à connaître en fait les atomes et ça vous aidera dans les orbitales pour avoir le nombre d'électrons. Parce que quand vous connaissez les atomes dans la classification périodique, plus que vous connaissez l'ordre, vous connaissez combien il a de protons et donc combien d'électrons. Voilà. Donc avant de passer au deuxième cours, est-ce que vous avez des questions sur celui-là? N'hésitez pas. Et moi, Ou juste alors, une ouais. question. Sur les orbitales dégénérées, j'ai pas très bien compris juste ce que ça voulait dire. Ouais, alors t'inquiète pas, ça, je vous l'ai dit à cet indicatif en fait. Donc retiens la règle, que la règle de Hund, c'est pour les orbitales dégénérées. En Ok. gros, des orbitales dégénérées, c'est des orbitales qui ont la même énergie. Ok. En gros, toutes les orbitales, en fait, quand tu as des carrés collés, tout simplement, Mhm. les blocs de carrés collés, bah, elles ont la même énergie. Chaque orbitale a la même énergie. C'est-à-dire que là, dans l'orbital 3p, ici, les 3 carrés collés, en gros, c'est une même sous-couche
Donc, dans cette même sous-couche, chaque orbitale a la même énergie. Là, pour la 3D, tu as 5 orbitales. Ces 5 orbitales de cette sous-couche, ces 5 orbitales, elles ont la même énergie. Ok, ça va. Et ça, quand ça a la même énergie, on appelle ça des orbitales dégénérées. Et tu verras dans le cours orbital, ce sera un peu plus clair. C'est pour ça que je ne viens pas trop sur les détails. Mais cette dégénérescence, en fait, elle a un lien au niveau des liaisons et tout. Enfin, bref. Et Merci. orbital dégénéré, même énergie. Ouais, merci. D'autres questions? Non? Après, voilà, si vous avez des questions que vous n'osez pas, vous notez et vous venez me voir juste après. Vous m'envoyez un message juste après le cours. Alors, ensuite, la suite. Bon, la suite, c'est un peu plus simple. Hein. Il y a moins d'orbital. Hop, hop, hop. Bon, il y a encore des carrés, j'essaie d'être. Du coup, électronégativité et liaison. Alors, attendez, je prends le cours dans les yeux au cas où. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cours? La matière, ce qu'on a dit, c'est macroscopique, c'est formé de nombreux éléments microscopiques qui s'associent via des liaisons. Jusque-là, ça devrait aller. Phrase super importante, la plus importante presque. Tout système physique ou chimique dans la nature tend vers l'état d'énergie minimum pour un état stable. Peu importe ce qu'il y a autour de vous, tout tend vers la stabilité pour éviter le désordre total. Du coup, tout est voué à baisser son énergie. Voilà. Ça, c'est la phrase la plus importante du cours. Nature de la liaison entre les atomes. Donc, qu'est-ce qui est important au niveau des liaisons? Ce sont les électrons. C'est grâce aux électrons que les liaisons se font. Voilà. Ce n'est pas les neutrons qui font les liaisons, ce n'est pas les protons, c'est des électrons. Une réaction chimique, une liaison, enfin, il y a plein de réactions chimiques possibles, mais on va parler de liaison surtout dans ce cours. Comment elle se fait? C'est soit par cassure et formation d'autres liaisons, soit par échange d'électrons. Donc ça, c'est les deux cas. Dans les deux cas, hop. Aaron, salut, tu viens d'arriver. Si tu peux couper ton micro, ça serait sympa, s'il te plaît. Désolé. Hein. Hop, super, merci beaucoup. Du coup, réaction chimique, soit par cassure et formation d'autres liaisons, soit par échange d'électrons. Et dans tous les cas, comme on a dit au début, une réaction chimique, son but, ça va être de baisser l'énergie du système. Pourquoi baisser l'énergie du système? Pour justement atteindre un état plus stable. Les échanges d'électrons, il y en a trois sortes. En bleu, vous allez avoir ce qui va former des liaisons ioniques. En rouge, ce qui va former des liaisons covalentes. Et en vert, ce qui va former des liaisons métalliques. Qu'est-ce qui se passe? Échange d'électrons, qu'est-ce qu'on entend par là? On peut avoir un atome qui va perdre un électron. Donc, s'il le perd, ça veut dire qu'il va le donner. Vous avez votre X, donc c'est un atome. Il va donner un X+, et il va donner son électron. Il a perdu, il l'a donné. Du coup, ce X+, qui se forme, c'est un cation. Il a perdu une charge négative, ça devient un cation. Le gain d'électron, c'est qu'il va accepter un électron. Vous avez un X qui accepte un électron, du coup qui va devenir un anion, un X-. Ça, ce sont les liaisons, enfin, ça a un lien dans les liaisons ioniques. Pour ce qui est en rouge ici, on peut avoir un partage d'électrons. C'est-à-dire que X et Y, ils ont des électrons tout seuls, ils peuvent les mettre en commun, ils peuvent s'aider, et former une liaison XY. Ça, ce sont les liaisons covalentes. Les liaisons covalentes, on en a deux types. On a les liaisons covalentes équilibrées, et on a les liaisons covalentes polarisées. On verra plus tard ce que c'est, mais c'est lié à l'électronégativité du coup. Et enfin, un dernier cas qui est beaucoup moins concret, et on s'en fiche un peu, c'est les liaisons métalliques. Dans les liaisons métalliques, les métaux sont uniquement donneurs d'électrons, donc ils ne peuvent pas en recevoir. Du coup, ils vont juste donner des électrons, donner. On parle de délocalisation. Chaque électron, en fait, il bouge d'un à l'autre, mais comme il ne peut pas être accepté, il continue de bouger, et tous les électrons ils bougent ensemble. Hop. Il y a deux règles à savoir pour les liaisons. La règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, c'est une règle qui dit qu'en fait, les atomes, ils tendent à remplir leur couche périphérique. La couche périphérique, donc selon le N, ça peut être sur la couche périphérique, ça peut être N3 ou N4, ça dépend de la taille de l'atome. Mais c'est cette couche en fait qui va permettre les liaisons. C'est grâce aux électrons de valence, du coup. C'est pas les électrons de cœur qui sont vers le noyau qui vont permettre les liaisons, ce sont les électrons de valence. Du coup, la règle de l'octet,
elle dit que pour avoir une stabilité énergétique maximale, les sous-couches doivent être saturées en électrons. C'est-à-dire qu'un atome, pour être stable, il va chercher à remplir ses couches au maximum pour être stable. La deuxième règle, c'est que les électrons s'associent par paires ou doublés. C'est comme ça qu'on fait des liaisons. Les électrons qui sont tout seuls, donc là dans la sous-couche 2p du coup, les électrons qui sont tout seuls, ils vont former des radicaux libres, instables et très réactifs. C'est-à-dire que l'atome d'en haut, en bleu là, en gros là, toutes les couches sont saturées, donc du coup c'est un gaz noble, ça, on verra. Ça veut dire qu'en gros, il n'a pas d'électrons célibataires, donc il ne peut pas en accueillir, et il ne peut pas en donner sinon il va devenir instable, donc il ne réagit pas lui. Enfin, il est stable. Alors qu'en bas, il a 3 électrons libres, donc lui il peut faire plein de trucs. Il peut donner ses électrons, il peut en recevoir, enfin, du coup il est très instable et du coup très réactif. Lien avec la classification périodique des éléments. Donc c'est ça le plus important du cours aussi. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette partie-là. Donc imaginez votre classification périodique, vous allez sur la dernière colonne, donc celle qui est tout à droite, la 18e. On a dit juste avant que c'était la colonne, la famille des gaz nobles. Pourquoi gaz nobles? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ne participent à aucune réaction chimique car leur stabilité est maximale. Donc on a dit, règle de l'octet, le but de l'atome, c'est de remplir, de saturer ses couches d'électrons. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour les gaz nobles? En fait, sur leur couche de valence, donc la phrase c'est la saturation d'électrons est totale dans l'espace sp, donc sp c'est les orbitales, hein, de la couche périphérique. En gros, ça veut dire que au niveau des gaz nobles, leur couche de valence, leur dernière couche quand vous remplissez vos cases, c'est sp, et vous avez 8 électrons. Donc plus de place. Tout est appareillé, tout est saturé, vous ne pouvez plus rien faire. Les gaz nobles, on les trouve comme ça dans la nature, ils ne réagissent pas avec d'autres trucs. Ils ne font aucune réaction chimique. Parce qu'ils sont saturés. Ça, c'est gaz noble, c'est super important. Du coup, si on va un cran en arrière, sur la colonne de la 17e colonne, on est sur les halogènes. Là, du coup, la saturation en électrons est presque totale dans l'espace sp de la couche périphérique. On n'a pas 8 électrons, mais on en a 7. Par exemple, le chlore. Le chlore, c'est un halogène, il a 17 électrons. Quand on les range, ça donne ça. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc il nous manque un électron dans la dernière case, pour qu'il soit du coup saturé, pour que la règle de l'octet soit remplie, pour qu'il soit stable. Il nous manque un électron. Donc il a 2 possibilités pour devenir stable. Soit il va arracher, il va donner les 7 électrons de la couche sp, là, les 7 qu'on voit, soit il va les donner, pour que du coup, sa couche de valence, ça soit la 2s, 2p, qu'elle soit saturée. Parce que le but, c'est qu'elle soit saturée. Donc soit il arrache 7 électrons, soit il en gagne 1 pour remplir sa dernière couche. Donc ce qui est plus rentable au niveau énergétique, du coup, c'est de gagner un électron plutôt que d'en arracher 7. Donc ça veut dire que les éléments de la colonne 17, ils ont tous cette configuration-là, ils ont tous un électron qui leur manque dans leur dernière case, donc ils vont avoir tendance à gagner cet électron. Donc quand on gagne un électron, on devient un anion. Cl-. Je ne sais pas si vous avez fait un peu si vous avez appris des ions. Moi j'avais un prof fou en physique qui nous faisait apprendre les ions par cœur, donc c'était une joie et un pur bonheur. Mais du coup, ça vous disait un petit peu, vous avez des références sur les ions qu'on connaît. Par exemple, Cl+, je suis pas sûr que vous l'ayez vu dans votre vie. C'est comme, je sais pas moi, il y a des atomes qui n'existent pas. Du coup, essayez de vous référer à ça si vous avez un peu des bases. Donc effectivement, tous les éléments halogènes de la 16e colonne, ils ont tendance à former des anions par ce petit gain d'électrons qui vient combler leur dernière case. Du coup, à contrario, les éléments de la première colonne, donc les alcalins, sauf l'hydrogène qui n'est pas un alcalin. La sous-couche électronique est presque vide. Au niveau de la première colonne, donc là on est sur la deuxième ligne, lithium, 3 protons, 3 électrons. Quand on les range, ça nous donne ça. 1s2, 2s1, et là on a tout ça qui est vide, toute la suite là. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Pour arriver à une dernière couche de valence du coup, qui est saturée au total, soit il va donner un électron, pour qu'au final il reste que sa couche 1s qui soit saturée tranquille et qui soit stable, soit il va gagner cet électron, pour saturer toute sa couche numéro 2. Du coup, pareil, énergétiquement, c'est plus rentable de donner un électron que d'en gagner 7. Donc il va céder son électron et donner un cation. Il perd une charge négative, du coup ça donne un lithium+.
Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est complémentaire. La première colonne et la 17e colonne, vu qu'il y en a une qui donne un anion et une qui donne un cation, ces deux colonnes, en fait, elles ont tendance à réagir ensemble et former des liaisons ioniques, vu qu'on a formation d'ions. L'exemple classique que vous connaissez, du coup, c'est le NaCl. Na, c'est première colonne, troisième ligne, N3, et Cl, celui qu'on vient de voir, c'est 17e colonne. Donc un NaCl, il va se décomposer en Na+, plus Cl-. Ça, c'est une liaison ionique. Particularité pour l'hydrogène, il a un seul électron. Du coup, pour devenir stable, soit il peut céder un électron et devenir du coup un cation H+, qu'on appelle proton. On appelle les H+, c'est des protons. Ça, vous l'avez vu normalement aussi. Soit il peut en gagner un et devenir un ion hydrure, H-. Dans les deux cas, il sera tout aussi stable, parce que soit il n'a pas d'électron, du coup, il est stable, enfin, entre guillemets, sa dernière case, elle est remplie. Soit il a sa première case, du coup, qui est remplie avec un électron en plus. Ça, c'est le cas particulier. Et ensuite, du coup, tous les éléments de les colonnes centrales, donc plus la 14 c'est la référence, on va dire, avec le carbone, eux, du coup, ils sont en hémisaturation, c'est-à-dire que sur leur couche sp périphérique, ils ont, pour la colonne 14, du coup, ils ont 4 électrons. Du coup, ils ont encore 4 places. Donc c'est hémisaturation, c'est moitié. Donc ça veut dire que là, soit ils peuvent gagner 4 électrons, soit ils peuvent en donner 4 pour être saturé au total et pour être stable. Donc c'est beaucoup de matériel énergétique. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les éléments centraux, eux, ils vont pas faire de cation ou d'anion, ils vont plus préférer faire des liaisons covalentes. Donc exemple typique, c'est le carbone, qui est à la colonne 14, qui peut faire 4 liaisons. Il peut accueillir 4 électrons, du coup, grâce aux liaisons covalentes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir du coup, c'est que plus on va vers la droite, sauf les gaz nobles. Gaz nobles, ils ne font rien. Plus on va vers la droite, plus on va avoir tendance à gagner des électrons pour venir combler ces dernières couches. Plus on va vers la gauche, plus on va avoir tendance à donner des électrons pour se débarrasser des couches qui sont à peine remplies. Et donc, on va donner des cations. Des cations, pardon. Donc, à gauche, c'est cation, à droite, c'est anion, sauf les gaz nobles. Et au centre, on ne fait pas de cation, pas d'anion, on fait des liaisons covalentes. Voilà. Par exemple, vous n'avez jamais vu un C- ou un C+. Les C, c'est toujours dans les liaisons covalentes toutes simples. Donc là, électronégativité maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'électronégativité, c'est la tendance qu'a un atome à attirer à lui les électrons. Peut-être que vous l'avez fait, moi je l'avais beaucoup travaillé ça. Ça se note avec des deltas sur des molécules. En gros là, pour l'H2O, les H sont moins électronégatifs, donc on les note delta plus, et le O est plus électronégatif, on le note delta moins. C'est-à-dire que dans un H2O, les électrons qui sont mis en commun, là, en gros vous avez un électron du côté H, un électron du côté O normalement, et bien l'électron du côté H, il va plus être attiré vers le O. Et de l'autre côté, pareil. Le O va un peu plus attirer les électrons vers lui. Pareil pour ici. Donc le C est moins électronégatif, donc le carbone moins électronégatif que le fluor. Du coup, dans cette liaison covalente, le F, il va un peu plus tirer l'électron du C vers lui. La liaison est toujours là, hein, mais il va quand même un peu plus l'attirer. L'électronégativité, elle est définie par l'échelle de Pauling, et elle va de 0,7 à 4. Dans le cours, on vous dit de 0 à 4. En fait, c'est un peu réducteur, vu que la valeur minimale qu'on connaît, c'est 0,7. C'est pour le francium, qui est tout en bas à gauche du tableau. Et la valeur maximale, c'est 4 pour le fluor, qui est tout en haut à droite. Pareil, on ne compte pas la colonne des gaz nobles, vu qu'ils ne font aucune réaction chimique. Ils sont complètement stables. Du coup, dans le cours, vous avez pas mal de pages sur ça, mais en fait, il faut retenir vraiment l'essentiel. Pareil, pour le tableau périodique, il y a des trucs un peu compliqués, comme quoi les trucs centraux, c'est des trucs de remplissage, des couches de remplissage, c'est un peu compliqué, le tableau n'est pas vraiment comme il devrait être. Bref, on s'en fiche. Retenez juste que dans le tableau, plus on va vers la droite, plus c'est électronégatif, et plus on va vers le haut, plus c'est électronégatif. Du coup, l'électronégativité, elle croît avec la diagonale montante. La diagonale en noir que j'ai fait. Plus vous êtes dans ce sens, plus l'électronégativité sera importante. Au niveau de l'électronégativité qui va de bas en haut, du coup qui augmente de bas en haut, pourquoi? En gros, les atomes qui sont vers le haut, ce sont des petits atomes qui ont peu d'électrons et qui sont
proches du noyau. Comme ces électrons sont proches du noyau, on a ce qu'on appelle un effet d'écran qui est faible. C'est-à-dire que l'électron, vu qu'il est proche du noyau et qu'il n'y en a pas beaucoup, il va être très attiré par ce noyau. Comme il est très attiré, ça va faire une électronégativité plus forte. Alors que les atomes qui sont plus vers le bas de la classification sont des atomes lourds, qui ont beaucoup d'électrons, et qui ont des électrons du coup qui sont plus loin. Ces électrons qui sont plus loin, du coup on va avoir un effet d'écran qui est plus important, et ça veut dire que l'électron va être moins attiré au noyau. Comme l'électron est moins attiré au noyau, du coup, l'électronégativité est moins importante. Voilà, ça c'est la Alors, petite explication. juste excuse-moi Trésor, juste un aparté. Je vous invite tous à intervenir, hein. C'est pas un monologue, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, Ah c'était juste pour oui. vous dire ça. Bon courage. Merci Dan. Oui, oui, vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas de honte. Donc ça, voilà. Le plus important, c'est vraiment ça. Plus on va à droite, plus électronégatif, plus on va en haut, pareil, et la diagonale montante. Et deuxième droite qui est importante à connaître, c'est la droite d'iso-électronégativité. Donc elle, c'est l'inverse. Elle est diagonale montante, mais à gauche. C'est celle qui est en rouge sur ce schéma, là, sur ce tableau. Cette droite d'iso-électronégativité, du coup, c'est le juste milieu, on va dire. C'est quand qui... Ah oui, j'ai oublié de dire, mais l'électronégativité est notée qui. C'est l'espèce de X un peu tordu. Donc cette droite d'iso-électronégativité, c'est quand qui est égal à 2. C'est une espèce de limite sur le tableau. Et du coup, tout ce qui est en dessous de cette droite, donc ce qui est inférieur à 2, ce sont des métaux. Sauf l'hydrogène, parce que l'hydrogène est mal placé dans le tableau, enfin bref, on s'en fiche. L'hydrogène est une exception à chaque fois. Et ce qui est au-dessus de la droite d'iso-électronégativité, donc ce qui est supérieur à 2, ce sont des non-métaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métaux, du coup, qui sont en dessous de cette droite, sont uniquement donneurs d'électrons. Ce qu'on a vu au tout début avec les ions métalliques, il n'y a que délocalisation des électrons. Donc tout ce qui est métaux, ils ne peuvent pas accepter d'électrons. À l'inverse, les non-métaux, du coup, eux, ils sont plus accepteurs. Ils peuvent en accepter. Tous les atomes qui sont à proximité de la ligne d'isoélectronégativité, donc qui ont un qui à peu près égal à 2, eux, ce sont des semi-métaux. On ne sait pas trop c'est lesquels, mais on dit que ce sont des semi-métaux. Vous n'avez pas à savoir quel atome est un métal, quel atome est un non-métal, quel atome est semi-métal. C'est juste qu'il faut que vous ayez la représentation en tête et savoir à peu près, si on vous donne un tableau, savoir qu'est-ce qui est à peu près métaux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, on revient aux liaisons. Donc on a dit qu'on avait 3 types de liaisons. Liaison covalente, ionique, métallique. On va partir de la première, la plus bizarre, c'est la métallique. Liaison métallique, qu'est-ce que c'est? Quand on a plusieurs métaux qui s'associent ensemble, ça forme un alliage. L'alliage, au sein de l'alliage, les métaux sont unis du coup par des liaisons métalliques, quelle que soit la valeur d'électronégativité. Et comme les métaux, ils sont que donneurs, du coup, au sein d'un alliage, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des électrons en fait qui se baladent un peu partout, qui vont se donner d'un atome à l'autre. Juste, voilà, délocalisation d'électrons de partout. Vous n'avez rien de plus à retenir sur ça, c'est pas le plus important de ce cours. Juste, quand vous avez 2 métaux, ou plus, c'est un alliage. Et dans un alliage, c'est liaison métallique. On n'a que délocalisation des électrons, que des dons d'électrons, et pas d'acceptation. La deuxième type de liaison, c'est la liaison chimique. Dans cette liaison chimique, on a les 2 autres types de liaisons qu'on a vus. Liaison chimique, on a liaison covalente et liaison ionique. Voilà. Les liaisons métalliques, du coup, ne sont pas des liaisons chimiques. C'est ça qu'il faut faire la distinction, du coup. Une liaison chimique, c'est quand au moins un élément, du coup, n'est pas un métal. Si vous avez un métal plus un non-métal, vous aurez une liaison chimique. Si vous avez 2 non-métaux, vous aurez une liaison chimique. Par contre, si vous avez 2 métaux, vous aurez une liaison métallique. Donc, liaison chimique, c'est au moins un élément qui est non-métal. On a 3 cas de figure dans la liaison chimique. Soit, entre les 2 atomes, la différence d'électronégativité est trop importante. Si elle est trop importante, on va avoir formation d'une liaison ionique. C'est-à-dire que, exemple avec le NaCl, NaCl, il est ensemble, il est collé, tout va bien, sauf que le Cl, il est super électronégatif, et le le sodium, il est super électropositif. Du coup, le Cl, il va complètement arracher l'électron du sodium. Et en arrachant cet électron, ce Cl va devenir négatif, donc former un anion,
et le Na va devenir positif vu qu'il aura perdu son électron. Ça, c'est quand la différence d'électronégativité est trop importante. On a une liaison ionique. Quand l'électronégativité est identique entre deux éléments, ou similaire, là, il n'y a pas de souci, on va avoir une liaison covalente. Donc, comme CH4, par exemple. Le CI se lie au H de façon covalente. Par contre, quand l'électronégativité est proche, donc ça se passe bien, mais que c'est pas assez équitable, on va avoir une liaison covalente, il n'y a pas de souci, sauf que cette liaison sera polarisée. C'est l'exemple que je vous ai mis tout à l'heure avec CF. Le fluor et le carbone, ils ont une électronégativité qui est proche, donc ils peuvent faire une liaison covalente, mais il y a quand même une différence notable. Du coup, la liaison va être polarisée. Et si on regarde les électrons en fait, au niveau de cette liaison, on va voir que les électrons vont avoir tendance dans la liaison à venir un peu plus du côté du F. C'est quand les électronégativités sont proches, mais pas assez, en fait, qu'il va y avoir des polarités au sein des molécules. Et des mouvements dipolaires, vous verrez ça plus tard. Mais désolé, mais Pardon. je vois pas la différence, par exemple, avec le NaCl. NaCl, attends, je peux te montrer. En gros, on va essayer de filmer. Est-ce que tu me vois? Ah oui. Ouais. Est-ce que... Attends. Hop. Est-ce que tu vois ma feuille? Ouais. Nickel. Alors, en gros, le Na, en fait, dans ton tableau, il est beaucoup plus bas et plus à gauche que le Cl qui est carrément là, on va dire. Tu vois? Du coup, lui, il est super électronégatif, alors que lui, il est super électropositif. Donc, au sein de ta liaison, quand tu vas avoir un Na collé à un Cl, en gros, là, tu as un électron du sodium, et là, tu as un électron du chlore. Lui, il est tellement électronégatif, pardon, qu'il va prendre cet électron-là. Il va le capturer, en fait. Tu vois, il va faire comme ça. Et en le prenant, du coup, il va devenir moins, alors que lui va devenir plus. Ça, c'est la liaison ionique, quand vraiment l'électronégativité est vraiment différente entre deux atomes. Alors que quand tu prends, du coup, quand tu prends le O, tiens, un C et O, je vois, on va dire comme ça, là, ils sont à côté dans le tableau. C'est CNO, tu vois. Du coup, lui, il est un petit peu électronégatif par rapport à lui. Il est un peu plus. Ça fait comme ça. Et du coup, les électrons, on va dire que là, ils sont là. Hop. Ils vont se déplacer un petit peu vers le haut, mais sans plus. Ils vont être là, genre. Je sais pas si tu vois. Okay. C'est un peu moche, ma caméra. Non, mais c'est marrant. Ouais. Ils vont un peu se déplacer, mais sans plus. Alors que vraiment, quand l'écart est important, ça va être complètement arraché. Ils vont passer d'un côté. Tu vois? Okay. Et après, du coup, si tu prends CC, une liaison CC, c'est les mêmes. Donc les électrons, ils vont rester là. Hop, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est covalent. Quand tu prends C avec, on va dire le chlore, je sais pas moi, lui, comme il est quand même plus électronégatif, et lui, voilà, là, pour le coup, l'électron, il va un peu plus bouger ici et ici, tu vois. Ok. Donc là, c'est covalent polarisé, là, c'est covalent équilibré, quoi. Ok, ça va. Ok. Voilà. Merci. Mais j'ai une question aussi. Enfin, du coup, Ouais. c'est quoi le seuil pour savoir si on aura une liaison ionique ou une liaison Vous n'avez pas à savoir. Ah, ok. Ouais, non, il n'y a pas à savoir. Mais moi, je ne sais pas. Ok. Non, c'est pas. Ce qu'il faut, en fait, il faut vraiment retenir les bases, comment ça marche. Mais après, au niveau des. Vous pouvez pas deviner, en fait. Oui, Vous pouvez oui, pas savoir. d'accord. Donc, tout ça, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à savoir qu'est-ce qui fait ionique, qu'est-ce qui fait covalent. Ok, merci. Donc, voilà. Et le dernier truc du cours, c'est la liaison dative. Donc, c'est vraiment pas important, mais bon, autant le dire quand même. Ça, c'est quand il y a un déficit électronique, par exemple avec un H+, donc un proton. Le H+, on a dit, du coup, il n'a pas d'électron. Donc, techniquement, il ne peut pas faire de liaison, en fait. Sauf qu'on peut avoir une liaison dative, donc dative pour don. On peut donner un doublé d'électrons, et non pas un seul électron qu'on met en commun. C'est le cas de l'azote, de l'azote et du proton. L'azote, il a 3 électrons tout seul, là, qui peut donner, échanger, mettre en commun, etc. Et il a un doublé non liant. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est que les 2 électrons qui sont appareillés, là, qui font un doublé non liant. Du coup, ce qui peut se passer quand on met les 2 ensemble pour les faire réagir, l'azote, il peut carrément donner ces 2 électrons qui font le doublé non liant directement avec le H pour que ça fasse une liaison.
Voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, le H, il n'a pas d'électrons. Donc le N, il va donner son doublé. Hop, pour faire cette liaison, en gros, la barre, elle tourne, quoi. C'est une liaison dative. Comme ça, il respecte la règle du duvet. Tout ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est la liaison dative. En fait, Voilà. La liaison dative, c'est une compensation. Ouais, c'est ça. C'est comme il y a un problème, un déficit, tu vas venir compenser avec en gros, c'est deux extrêmes, en fait. Tu as un N qui a beaucoup d'électrons, son doublé non liant, là, et tu as un H qui n'a pas du tout d'électrons. Du coup, il vient compenser en donnant les deux directement. Mais bon, ça, sincèrement, c'est dans le cours, mais on s'en fiche totalement. Enfin, à apprendre, évidemment. Mais comparé aux autres liaisons, donc métalliques, covalentes et ioniques, c'est vraiment pas important parce que c'est un cas à peu près exceptionnel. Voilà. Du coup, bon, j'ai duré pas mal de temps, donc on va sûrement arrêter là. Juste, donc voilà, je vous ai mis les cours du coup sur le WhatsApp. Enfin, les cours, les espèces de fiches, ça peut vous aider, on sait jamais. Vous avez les QCM, donc essayez de soit me poser les questions après si vous l'avez fait, soit de me poser les questions quand vous le ferez. Et après, voilà, si vous avez n'importe quelle question, là, on prend 5 minutes. Si vous avez des questions, dites-moi. Mais sinon, on va couper comme ça, je vous laisse tranquille. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, c'est nickel. Bon, ça va alors. Écoutez, Merci. pas de quoi. Vous n'hésitez pas, vous me dites, vous m'envoyez un message et j'essaie de vous expliquer. Après, voilà, pour le délire des nombres quantiques et tout, essayez de retenir comme ça, mais vous inquiétez pas, le cours orbital arrivera. Et ça sera ensemble plus clair et vous comprendrez mieux. Voilà. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.